Ah, je vois que vous êtes déjà nombreux à être présents. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre participation. On attend 1 minute de plus que les personnes se connectent, que les autres participants arrivent, et puis on va démarrer. En attendant, je voulais vous préciser plusieurs petits points logistiques. Donc, vous avez un chat sur lequel vous pouvez me parler, vous pouvez m'interpeller, me poser des questions. Me faire part de vos coordonnées si vous voulez qu'on se rappelle. Et puis vous avez aussi en haut, ici en haut de l'écran, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, mais je pense que oui. Mon pointeur, voilà, je vais vous montrer. Donc ici en haut, vous avez un bouton prendre rendez-vous et cliquez ici. Donc là, vous avez un lien direct avec mon calendrier, mon agenda. Et on peut fixer un rendez-vous de 30 minutes pour que vous puissiez me faire part d'une problématique précise à laquelle vous êtes confronté, ou bien voilà, me faire part d'un projet sur lequel vous travaillez et sur lequel je serais susceptible de vous aider. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, ben, merci beaucoup. Voilà, Alexis, Christelle, vous êtes un certain nombre. On va démarrer. Les retardataires auront le temps d'arriver en cours de route, c'est pas grave. Donc je répète, vous avez un chat, vous avez mes coordonnées, vous avez le lien pour le rendez-vous Calendly dans le chat, et sinon le bandeau du haut présent à tout moment sur la présentation pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. On démarre. Donc rapidement, je me présente. Donc Laurent de Bernède, moi je dirige le cabinet Azuli. Azuli, c'est un cabinet de conseil, une petite boutique spécialisée dans la finance embarquée. Donc qu'est-ce que la finance embarquée? C'est un conseil sur la possibilité de mettre en place des solutions innovantes de financement ou de paiement. Donc le financement, ça va être le scoring pour du crédit, ça va être du paiement fractionné. Et donc, je conseille mes clients sur eh bien, les différentes solutions, sur les possibilités, les enjeux et les contraintes de la mise en place d'un score pour les particuliers, pour les entreprises. Et puis pour le paiement, la finance embarquée comporte aussi un volet paiement très important. Donc le paiement embarqué, on va en parler là pendant une demi-heure, c'est la possibilité d'intégrer des services de paiement dans votre offre existante ou pour la création d'une nouvelle offre. Donc le paiement devient une brique fonctionnelle de votre proposition de valeur. Et je vais vous parler, et puis moi je vous conseille justement sur les bonnes pratiques, les bons prestataires à qui vous pouvez faire appel pour vos choix qui sont assez structurants. Il y a aussi le volet blockchain et crypto sur lequel je travaille avec un certain nombre de clients, puisqu'aujourd'hui, on est à la frontière, à la charnière entre le monde des paiements traditionnels fiat et le monde des cryptos et l'utilisation des blockchains pour justement créer de la valeur. Donc ça, c'est un sujet aussi que je traite chez Azuli. Voilà pour la petite présentation de mon activité. Donc moi, je suis entrepreneur et consultant. J'ai créé des sociétés. J'ai créé Crédit.fr en 2013, j'étais cofondateur, hein, vendu en 2017, une plateforme de financement participatif pour du prêt aux entreprises. Et puis depuis cette période-là, je suis donc focalisé depuis 2013 sur les fintechs. Je conseille des fintechs elles-mêmes, des assureurs, des prestataires de services de paiement qui font de la banque as a service. Donc, j'ai accompagné Xpolens pendant 18 mois pour la mise en marché de leur nouvelle plateforme APIsée de banque en marque blanche par API. J'accompagne un certain nombre d'autres partenaires et prestataires. Et puis, j'accompagne aussi des fintechs et puis des plateformes de distribution, souvent SaaS, qui vont fournir des services soit aux entreprises, soit aux particuliers, des places de marché. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que je vais pouvoir vous intéresser euh, avec la présentation qui suit. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte économique un petit peu particulier, avec de l'inflation, avec de l'incertitude géopolitique, avec une menace
une menace de récession dans toute l'Europe. Donc c'est un contexte auquel les entreprises doivent faire face, et toutes les entreprises aujourd'hui, pour faire face à ça, ont trois enjeux communs, quel que soit leur secteur d'activité. C'est devenir plus compétitif avec une amélioration de l'expérience client, une transformation digitale forcée, obligatoire aujourd'hui pour rester au top de son marché. Et donc là, bien, ce sont des parcours digitaux à réinventer, les processus de gestion qui doivent aussi être digitalisés pour des améliorations et des optimisations internes, une réduction du temps de traitement de toutes les tâches de l'entreprise, et puis une automatisation. Il faut faire attention à trop d'automatisation. Il faut peut-être, dans certains cas, dans certains secteurs d'activité, garder aussi un contact humain avec les clients et trouver un juste équilibre. Les entreprises doivent aussi se différencier aujourd'hui par leur offre. Donc, il faut constamment augmenter sa proposition de valeur, proposer de nouvelles solutions. Donc, c'est des nouveaux parcours, on vient d'en parler, mais c'est aussi des nouveaux produits. On va de plus en plus vers une personnalisation de l'offre et des services proposés. Et ça, c'est important. Et puis aussi, on voit qu'il y a beaucoup de partenariats à mettre en place, tant pour la distribution que pour l'offre, pour enrichir son offre produit. Donc ça, c'est un enjeu important aussi, c'est de travailler sur cet enrichissement et différenciation par l'offre. Et tout ça, eh bien, ça contribue à forcer, enfin, les entreprises sont aussi forcées de trouver des nouveaux modèles opérationnels pour être plus compétitives, pour faire face à des enjeux qui peuvent être la guerre des talents. On sait qu'aujourd'hui, c'est dur de trouver des ressources humaines. On a un enjeu de développement durable aussi auquel doivent faire face les entreprises et qui peut avoir un coût important. Donc, il va falloir faire des économies par ailleurs parce que cet enjeu, on ne peut pas le contourner. Il y a aussi une automatisation des processus de gestion et de contrôle à renforcer. Les métiers sont de plus en plus réglementés, il y a de plus en plus de fraude, il y a toutes sortes d'enjeux auxquels il faut faire face. Et puis, très souvent, les entreprises sont confrontées à soit des choix d'outils tiers, soit des choix d'outils propres. Et on note qu'il y a une tendance quand même à développer des outils en propre. Mais il faut rester ouvert aussi à l'extérieur. Ça ne sert à rien de tout redévelopper soi-même. Et donc, il faut aussi ouvrir son système d'information par des API et pouvoir intégrer des offres de partenaires ou des services tiers. Et puis, on note aussi une tendance à la simplification de la distribution, donc grâce aux canaux digitaux, bien sûr, mais pas que. Donc, ces enjeux-là, on va voir comment le paiement peut y répondre dans les slides qui suivent. Et du coup, on rentre un petit peu là dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter? On sait que du coup, face à ces enjeux, il faut innover. Et on va parler du paiement et pourquoi intégrer du paiement. Je vais vous parler du cadre réglementaire, donc un petit cadrage, et puis de l'opportunité que ça représente d'intégrer des services de paiement dans votre offre existante. On va aussi aborder le détail des services de paiement que vous pouvez intégrer dans votre offre, dans votre SI, pourquoi le faire et comment bien les utiliser, les bénéfices attendus. Et puis on rentrera dans 3 cas d'usage que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. On abordera ensuite qu'est-ce qui différencie le choix d'un partenaire, comment est-ce que vous faites pour choisir, quels sont les critères à bien évaluer en fonction des services proposés, de l'accompagnement que ces partenaires et prestataires proposent, et puis des prestations annexes aussi qui sont capables de vous fournir. Donc on rentrera un petit peu dans ce détail sur le processus des dossiers de choix. Comment se déroule un projet? Donc, on va parler bonnes pratiques, planning et budget. Voilà, donc avant de rentrer dans tout ce contenu, je vous invite à me laisser sur le chat des questions. Si vous êtes confronté, si vous vous posez des questions très précises, très pratiques sur un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, qui a un volet paiement, n'hésitez pas, c'est le moment. On prendra un peu de temps en fin de présentation pour y répondre. Et j'essaierai de vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas, c'est du conseil gratuit aujourd'hui. Voilà. Et puis, si jamais je ne peux pas y répondre, c'est trop complexe ou trop long, à ce moment-là, on prendra rendez-vous et on abordera ces sujets séparément en privé. Donc, n'hésitez pas, utilisez le chat, posez-moi vos questions, faites-moi part de vos projets précis.
Mathieu, Guillaume, Philippe, Pierre-Luc, Piotr, Yann, Alexis, Christelle, David et Valenzoa. Je vous invite tous à me parler de vous, de vos projets dans le chat. Donc, pourquoi intégrer du paiement dans votre offre existante ou pourquoi créer une nouvelle offre avec du paiement? C'est très simple, c'est pour répondre aux 3 enjeux qu'on a que j'ai exposés précédemment. Donc, c'est pour apporter une meilleure expérience client. Donc, typiquement, payer et être payé plus facilement. Donc, plutôt que si vous êtes dans du B2B, de générer des fichiers de virement, de les envoyer à votre banque ou de les mettre sur un dossier de transfert de fichiers ou d'aller sur le web banking de votre banque, attendre que les virements soient exécutés, vérifier tout ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Le lendemain, une vérification manuelle. Et bien là, vous allez pouvoir tout automatiser depuis votre système d'information. Donc, vous allez pouvoir proposer à vos clients une bien meilleure expérience sans passer par la banque. Et puis, vous avez du coup ce que ça vous apporte. Tout ça, c'est un suivi en temps réel que vous pouvez restituer à votre client, vous pouvez utiliser dans vos processus internes. Un suivi en temps réel des transactions qui ont été effectuées pour apporter plus de réactivité à vos clients. Puis ça soulage aussi votre service client, il y a moins d'appels entrants. Une offre différenciante, donc l'enjeu de se différencier par l'offre. Vous avez la possibilité, en intégrant des services de paiement, d'émettre des cartes de paiement à votre marque, à votre nom, à vos tarifs, pour en faire ce que vous voulez et proposer ça à vos clients. Donc ça renforce énormément la puissance de votre marque parce que le paiement, on peut dire, enfin, j'aime dire que c'est la mère de tous les services puisque ça sert dans la vie de tous les jours d'une façon vitale. On peut aussi donc réduire les délais de paiement ou d'encaissement. C'est un enjeu pour beaucoup de plateformes, beaucoup d'entreprises. Je pourrais prendre l'exemple des assureurs qui veulent régler les sinistres en cas d'urgence à leurs clients plus rapidement. On parle aussi de plateformes, on verra ça plus en détail aussi, des plateformes de paiement de factures fournisseurs et d'encaissement de factures clients qui veulent apporter plus de temps réel à leurs clients. Et puis, tout ça permet aussi l'intégration des services de paiement de réduire vos coûts de transaction et de répercuter ces coûts à vos clients ou bien de gagner en marge opérationnelle chez vous, puisque vous allez acheter des services de paiement à un prix de gros et vous pourrez les revendre en retail, au détail à vos clients. Ça vous permet aussi d'aller vers ces nouveaux modèles opérationnels dont on a parlé tout à l'heure, avec un meilleur. Vous pouvez donc, quand vous contrôlez les paiements et qui sont déclenchés directement avec vos règles métiers depuis votre système d'information, depuis votre site web, depuis votre back-office, vous pouvez flécher des paiements, donc des paiements entrants, et vous pouvez les diriger vers un IBAN virtuel dédié, ce qui vous permet un rapprochement, une réconciliation automatique. Vous pouvez aussi déclencher, en fonction d'un certain contexte, des paiements. Donc là encore, en fonction de règles métiers ou de règles d'approbation que vous pouvez mettre à disposition de vos clients, déclencher automatiquement des paiements individuels ou des paiements par lot. Et ça vous permet d'avoir un reporting temps réel sur ce qui se passe plutôt que d'aller retourner sur le site de votre banque pour voir ce qui s'est passé et de vérifier votre rapprochement individuellement. Donc voilà, les services de paiement, cette intégration, ça vous permet d'atteindre ces enjeux, de répondre aux enjeux et d'atteindre vos objectifs opérationnels, ceux que vous vous êtes fixés. Je vous parle un petit peu du cadre réglementaire. Donc, les services de paiement, c'est réglementé, vous le savez bien. On a un cadre national qui est fixé par le Code monétaire et financier et qui est sous la responsabilité en termes de vigilance de l'ACPR. L'ACPR, c'est la Banque de France, c'est le bras armé de la Banque de France pour les services de paiement. Donc, vous avez ce cadre national qui se conforme à des directives européennes qui sont fixées au niveau de l'Europe. Pourquoi? Bien pour harmoniser les règles de fonctionnement des services de paiement dans toute l'Europe. Et ça, c'est à votre avantage, même si ça paraît contrainte. Quand on pense à l'Europe, on dit toujours que c'est des contraintes supplémentaires. Mais en fait, dans ce cadre-là, non. Ça nous permet d'opérer nos services de paiement sur un plus grand territoire sans avoir à refaire des demandes d'agrément dans chaque pays. Donc, on peut passeporter sa licence, son mandat d'agent ou sa licence bancaire
dans toute l'Europe pour pouvoir proposer les services à des clients partout. Ça, c'est très important. Il y a notamment une règle, une disposition, une directive, la DSP2, vous en avez certainement entendu parler, qui est entrée en vigueur en 2018 et puis une prise d'effet en 2019 et qui permet de faire un certain nombre de choses liées au paiement. Donc, ça a facilité l'open banking, vous en avez peut-être entendu parler, donc l'accès à des données d'information sur les comptes par des tiers, réglementés aussi, mais qui permettent de diffuser de l'information sur les comptes et puis après de gérer certaines opérations sur ces comptes, notamment de pouvoir faire avec le consentement du client, des virements d'un compte à un autre, d'une banque à une autre. Donc, on s'inscrit dans ce cadre-là et pour distribuer des services de paiement. On va voir quels services maintenant vous pouvez opérer et sont réglementés par la CPR. Donc la slide est un peu petite, ça c'est une page directement du site de la CPR, le site Regafi, qui est le registre des entités réglementées par la CPR. REGAFI, Regafi. Et là, vous pourrez trouver les 8 services de paiement qui sont accessibles aux différentes entités réglementées qui ont des agréments pour opérer ces services. Donc, il y a des services liés au cash, les services 1 et 2. C'est petit, vous ne voyez peut-être pas, mais en tout cas, les services 1 permettent de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte. Le service 2, ce sont les services permettant les retraits d'espèces. Donc là, c'est pour déposer ou retirer de l'argent de l'espèce. Service 3, ce sont l'exécution d'opérations de paiement associées à un compte. Donc là, on parle de prélèvement, de virement, de tout type d'opération. Donc ça, c'est le service le plus courant dans la banque as a service. Et puis, on a le service 4 qui concerne l'exécution des opérations de paiement associées à l'ouverture d'un crédit. Donc ça va être soit des prélèvements, soit différentes opérations qui sont liées au décaissement ou à l'encaissement des remboursements d'un crédit. Le service 5, c'est l'émission d'instruments de paiement. Donc là, on parle des cartes. Et puis le 6, c'est l'acquisition d'ordres de paiement. C'est aussi lié au... on ne parle pas que des cartes sur les instruments de paiement, mais en l'occurrence aussi. Et l'acquisition d'ordres de paiement liés aux cartes ou aux autres instruments de paiement. Le 6, les services de transmission de fonds. Donc ça, on le voit peu dans la banque as a service. Et on voit aussi, donc, du coup, les services 7 et 8, qui sont les services d'initiation de paiement. Donc ça, c'est des acteurs dont on parlera un peu tout à l'heure, qui sont surtout sur l'open banking et qui vont vous permettre d'accéder à vos comptes et de transférer de l'argent très facilement d'un compte à l'autre. Et puis, les services d'information sur les comptes. Donc là, c'est les agrégateurs d'informations sur les comptes qui vous permettent, dans une seule appli, d'avoir accès à tous vos comptes, à toutes les informations sur tous vos comptes bancaires. Donc, pour opérer ces services, les acteurs réglementés qui vont vous les proposer en marque blanche doivent être soit établissements de crédit, donc là, c'est la mère de tous les agréments en France, c'est la banque de plein exercice. L'émetteur de monnaie électronique, qui peut faire de la monnaie électronique et des services de paiement. L'établissement de paiement, lui, qui peut faire des comptes et des services de paiement et des instruments de paiement, mais pas de monnaie électronique. Donc voilà, ça, ce sont les 3 principaux agréments des entités, des prestataires, des partenaires qui vont pouvoir vous proposer d'intégrer des services dans votre offre en marque blanche et disponible par API la plupart du temps. Et puis après, on va avoir d'autres acteurs. Donc, on va avoir les prestataires de services d'information sur les comptes. Donc là, on en a parlé, ce sont les agrégateurs. En anglais, c'est le AISP. Vous verrez ces acronymes assez souvent. Les prestataires d'initiation de services de paiement, les PISP. Donc là, ça va être pour initier des virements. L'initiation de virements, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais ça vous permet, depuis un compte, d'aller demander à une autre banque de faire un virement pour un certain montant avec les données qui justifient cette transaction. Donc, le numéro de la facture, le numéro du client, le numéro du contrat, ce que vous voulez passer dans l'initiation, dans la demande de virement, et qui va arriver dans une autre banque, et le montant va revenir sur le compte qui a initié le virement, initié la demande, avec toutes les métadonnées associées. Donc, ça vous permet de faire un rapprochement automatique.
Voilà et puis, il peut y avoir aussi des bénéficiaires d'exemption d'agrément. Donc là, c'est dans des cas très précis, on peut, bénéficier d'une exemption de la part de la l'ACPR pour opérer et utiliser des services de paiement dans un univers circonscrit et connu. Donc ça va être sur, des clients connus, bien identifiés, et puis, pour des produits aussi, bien définis et identifiés par la l'ACPR. Ces agréments, ils peuvent être passeportés dans toute l'Europe, on l'a vu, j'en ai parlé tout à l'heure et ça, c'est un gros avantage. Donc typiquement, une néobanque comme Revolut, est, enregistrée en Lituanie et elle va pouvoir distribuer ses services dans toute l'Europe. Et vous, en tant qu'entité qui allez intégrer ces services de paiement qui vous sont proposés en marque blanche, vous allez donc faire rentrer la banque dans votre entreprise, dans votre offre existante. Vous allez devenir soit agent, vous allez finalement devenir un distributeur de services de paiement qui sont fournis par une autre entité réglementée. Et vous allez devenir soit ce qu'on appelle agent prestataire de services de paiement, soit mandataire en opération de banque et services de paiement. Ce sont deux agréments distincts. Donc l'agent, il faut s'enregistrer, il faut être nommé comme agent par son partenaire auprès de la CPR et MOBSP. Il faut être déclaré à l'ORIAS, ce qui est un peu plus léger. Vous avez moins de flexibilité sur ce que vous pouvez faire, il y a plus de responsabilité sur votre partenaire, mais c'est intéressant aussi dans certains cas, pour certains cas d'usage. Voilà un petit peu pour le cadre réglementaire. Quels sont les services que vous pouvez consommer ou distribuer avec ces agréments? Eh bien, et qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment vous pouvez innover en intégrant ces services? Eh bien, voilà, donc pour payer, enfin, principalement, ça va servir à payer ou à se faire payer. Donc pour payer, vous allez pouvoir émettre un virement, un SEPA Credit Transfer, SEPA en anglais, SEPA Credit Transfer, qui est le SCT. Vous pouvez recevoir un prélèvement SEPA, vous allez recevoir une demande et vous allez être prélevé, donc ça c'est le SDD, SEPA Direct Debit. Vous allez recevoir une demande de virement qui a été initiée par une banque tiers. Donc ça, on en a parlé, l'initiation de virement. Vous allez recevoir un lien de paiement par carte aussi, ou bien vous allez pouvoir émettre un transfert P2P. Un transfert P2P, c'est un paiement de compte à compte au sein du même environnement. Le même environnement, ça va être, si vous êtes agent de paiement d'un partenaire, il va vous créer un environnement technique de paiement qui vous est propre et qui est propre à tous vos clients. Et vos clients vont pouvoir s'envoyer de l'argent en transfert instantané, la plupart du temps gratuit, entre eux. Donc ça, c'est intéressant dans certains cas d'usage aussi. Vous allez pouvoir recevoir une demande de paiement par carte. Donc là, vous allez recevoir un lien vers une page un petit peu de e-commerce, comme une fin de panier de commerçants qui va vous demander de renseigner une carte et de payer. Et puis, vous allez aussi, pour payer, vous allez pouvoir émettre une carte de paiement ou permettre à vos clients d'émettre une carte de paiement physique ou virtuelle de façon à ce qu'un salarié ou un assuré ou une personne de votre organisation puisse effectuer un paiement avec un instrument de paiement dédié. Pour se faire payer, donc là il y a moins de cas, vous allez pouvoir donc recevoir un virement entrant, un SCT, vous allez pouvoir émettre un prélèvement pour aller prélever le compte sur une autre banque, compte d'un fournisseur par exemple. Vous allez pouvoir initier une demande de paiement, donc là elle va partir du compte de votre client ou de votre compte vers une bancaire avec les informations liées à cette transaction et la personne va approuver ce virement, l'effectuer en un clic, souvent depuis son application mobile, et l'argent va revenir avec les données transactionnelles. Vous allez pouvoir émettre un lien de paiement pour être payé par carte et vous allez pouvoir aussi recevoir un transfert P2P ou permettre à vos clients de le recevoir. Voilà un petit peu tous les cas possibles pour payer et être payé. Donc, comment vous pouvez utiliser ces services et à quoi ça peut vous servir? Comment vous allez pouvoir enrichir votre proposition de valeur avec ces services? Eh bien, ça va permettre 2 grosses catégories de bénéfices, en fait. Ça va vous permettre de mieux gérer les flux et d'optimiser, vos opérations internes
pour faire des économies, pour accélérer vos processus, pour réduire vos coûts de vérification humaine ou de traitement humain, et pour automatiser un certain nombre de choses. Et puis, vous allez, dans un deuxième cas, pouvoir distribuer des services de paiement pour faire tout ce dont on vient de parler, distribuer ça à vos clients, à votre marque et à vos tarifs. Donc, pour la gestion des flux et l'optimisation opérationnelle, vous allez pouvoir flécher et automatiser des paiements pour optimiser et accélérer les flux. Énorme bénéfice interne dans certains cas quand on parle de plateformes de distribution de produits ou de services, où là, vous distribuez ou vous permettez l'accès à des services fournis par des tiers, comme une place de marché. Et ces gens-là, ils veulent recevoir leur argent plus vite. Eh bien, en intégrant les services de paiement dans la plateforme, vous allez pouvoir accélérer tout ça, automatiser les rapprochements et la réconciliation des transactions, puisque vous avez accès aux données en temps réel, aux données de transaction et à toutes les données associées au paiement. Vous allez pouvoir donc réduire vos coûts opérationnels sur la gestion de ces flux, après les avoir accélérés. Il y a aussi des grosses économies à faire, puisque tout peut être automatisé une fois que vous avez accès aux données en temps réel. Et ce temps réel, il est important, tant en interne que pour vos clients. Ce temps réel, ça vous permet aussi d'optimiser, dans certains cas, votre trésorerie ou celle de vos clients ou de vos fournisseurs. Dans le cas où vous distribuez donc ça, c'est plutôt pour une consommation interne de ces services, pour optimiser vos opérations. Dans le cas où vous voulez créer de la valeur en distribuant ces services à vos clients, vous allez permettre à ces clients d'effectuer les transactions en toute autonomie. Vous leur donnez la main sur certains déclenchements d'opérations. Ça peut être aussi déclenché en fonction d'un certain contexte, comme par exemple des arrondis, des dons, ou bien de l'épargne automatique qui est versée sur un sous-compte, etc. Donc, vous allez pouvoir aussi, bien entendu, donner une visibilité en temps réel sur ce qui compte. Donc là, c'est la grosse différence entre certaines banques traditionnelles qui n'offrent pas du temps réel sur leurs transactions, et puis d'autres qui ont des banques ou des néobanques, des applications mobiles qui permettent une vue en temps réel du solde et des transactions qui sont passées. Vous allez pouvoir renforcer, bien entendu, votre image, puisque proposer du service à vos clients, c'est très très fort en termes de marque. C'est un service puissant, engageant, et donc qui peut renforcer de façon très, très forte votre image de marque. Voilà pour les bénéfices que vous pouvez tirer de ces services. Et on va passer maintenant à des cas d'usage. Donc, comment vous pouvez les utiliser concrètement? Donc, j'en ai choisi 3. Le premier, c'est le paiement et l'encaissement de factures B2B. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une très forte amélioration des services qui sont proposés aux entreprises, aux TPE, aux PME, aux indépendants, avec la naissance depuis quelques années de beaucoup de plateformes. Donc, ça avait commencé par tout ce qui était financement participatif, et puis aujourd'hui, on est surtout dans la gestion de la pré-comptabilité, avec des entreprises comme un de mes clients, Regat, une très belle boîte qui vient d'ailleurs de lever 20 millions d'euros, qui est dans une course avec d'autres de ses concurrents comme Penny Lane, Libéo et autres, et qui fournissent aux entreprises un outil de gestion de la finance de l'entreprise avec l'acquisition de factures fournisseurs, la dématérialisation, la mise en règlement, le paiement, et puis le suivi, le rapprochement pour générer des écritures comptables. Donc là, le besoin de l'éditeur de logiciels de ce type de plateforme, c'est de permettre à ses clients de payer des factures fournisseurs par lot ou à l'unité directement depuis un ERP ou depuis un logiciel de gestion. Ça permet aussi de faciliter le recouvrement des factures clients directement depuis le logiciel de gestion. Donc ça, c'est des outils de pilotage de la finance de l'entreprise mis à disposition des PME et TPE. La solution, donc, c'est le modèle agent ou MOBSP, par lequel la plateforme va pouvoir intégrer des services de paiement disponibles par API directement dans sa plateforme. Elle va faire ouvrir des comptes aux clients PME. Elle va leur permettre d'abonder, de créditer ces comptes avec des montants. Donc, soit faire un prélèvement et un virement back-to-back pour payer une facture fournisseur, soit de pouvoir créditer le compte à l'avance et pouvoir régler
une ou des factures fournisseurs directement vers le compte bancaire tiers des fournisseurs. Ça permet d'envoyer des liens de paiement pour faire du recouvrement de créances une fois qu'on a émis des factures. Ça permet aussi, comme on a la main sur toutes les transactions, de générer des lots de paiement, de les mettre en approbation avec des circuits d'approbation qui peuvent être fonction des règles métiers ou de la hiérarchie de l'entreprise, et de déclencher ces paiements, tous ces paiements de factures, à la date et à l'heure dite prévue pour des paiements partiels ou totaux, et de pouvoir rapprocher tout ça et réconcilier tout ça automatiquement. Donc voilà, là j'accède aux bénéfices. Ça permet donc d'augmenter la proposition de valeur de la plateforme quand elle intègre le paiement, plutôt que de pouvoir juste gérer les factures et après de générer un fichier de virement qui devra être envoyé à la banque et ensuite vérifié le lendemain, etc. Une forte augmentation de la proposition de valeur, et d'ailleurs toutes ces plateformes le font tous maintenant. Toutes. Ça permet donc ce fameux rapprochement automatique et la réconciliation de façon à pouvoir rapprocher ça par l'agrégation bancaire et l'open banking des lignes de banque dans les relevés de banque et de générer les écritures comptables. Ça permet aussi un meilleur contrôle des dépenses, des postes clients et fournisseurs, donc de la trésorerie de l'entreprise. Et donc, ça donne la main à l'entrepreneur sur un meilleur contrôle de ses finances ou à son DAF. Voilà, et puis ça permet d'accélérer les délais de recouvrement de factures clients, de créances, et puis les délais de paiement. On optimise toutes les opérations de l'entreprise grâce à ça. Voilà un cas d'usage très précis où il y a une énorme création de valeur générée par l'intégration des services de paiement. Le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est un cas précis, mais qui peut vous donner des idées aussi si vous avez des décaissements à faire. Là, c'est un assureur santé qui a des assurés dans tous les pays du monde et qui veut pouvoir régler des soins médicaux sans que son assuré n'ait à débourser l'argent, à avancer l'argent. La prestation, le soin est couvert par la police d'assurance, par la complémentaire santé, et il n'y a pas de raison que le client ait à avancer les $3000 pour aller se faire soigner chez son médecin ou son dentiste ou à l'hôpital aux États-Unis. L'assureur veut faciliter ça et éviter cette contrainte à son assuré. Donc il veut aussi pouvoir mieux contrôler l'utilisation des fonds, donc il veut pouvoir flécher l'utilisation des fonds. Optimiser les coûts de suivi des sinistres, de la gestion par ses opérateurs en interne. Et là, c'est très important puisque ce sont des gros volumes d'opérations tous les jours à gérer. Donc les optimisations sont clés pour l'assureur. Et puis, il veut pouvoir aussi, bien entendu, on en reparle, d'améliorer le parcours client et augmenter sa proposition de valeur. Comment faire ça? Donc, il va pouvoir émettre des cartes de paiement, des cartes corporate. Ça veut dire que l'argent reste son argent de bout en bout. Il est simplement déclenché par le porteur de la carte qui est l'assuré. Donc, il va émettre des cartes physiques qu'il va pouvoir bloquer ou débloquer instantanément, à distance, plafonner, déplafonner. Il va pouvoir flécher un paiement vers un marchand spécifique ou vers une catégorie de marchands qui va encaisser la carte. Donc, il va pouvoir gérer à distance cette carte, l'utilisation de cette carte, et puis filtrer les autorisations si nécessaire pour être sûr que l'argent ne soit pas détourné pour se faire plaisir plutôt que se faire soigner. Donc les bénéfices que l'assureur peut en tirer, c'est bien entendu à nouveau une forte augmentation de sa proposition de valeur, une expérience client largement améliorée par le fait de ne pas avoir à décaisser l'argent, d'avoir accès instantanément à cet argent au moment où on en a besoin et de pouvoir payer à travers son application mobile ou à travers une carte physique. Un meilleur contrôle et un suivi en temps réel des paiements des sinistres. Donc ça, c'est ce fameux rapprochement qui permet d'améliorer la trésor aussi, puisque l'assureur a le temps réel permet d'optimiser sa trésorerie et ses flux internes. Permet aussi, grâce au fléchage des flux, une réduction de la fraude et du détournement de fonds, et puis l'optimisation des coûts internes, bien sûr, pour la gestion des sinistres. Donc voilà un deuxième cas où le paiement peut énormément améliorer l'expérience client, la création de valeur,
et puis les opérations internes, les économies. Les 3 enjeux énormes qu'on a cités au départ. Le troisième cas que je voulais vous présenter, c'est l'automatisation des rapprochements. Et là, on est plutôt dans l'exemple d'une plateforme de distribution de produits ou de services qui va mettre en relation des fournisseurs et des consommateurs ou des clients. Donc, ça peut être des produits financiers, ça peut être des cryptos, ça peut être des places de marché qui font du B2B ou du B2C. Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est de faciliter le paiement des achats par le consommateur, par le client, de réduire les frais de transaction, bien en les achetant au prix gros et en répercutant ou pas la réduction aux clients et aux fournisseurs. D'automatiser les rapprochements et la réconciliation des transactions pour pouvoir payer les fournisseurs plus vite, pour pouvoir limiter les opérations internes de rapprochement. Automatiser le paiement des commissions, parce qu'il y a souvent des commissions d'apport d'affaires, des rétrocessions dans ce cadre-là, pour des distributeurs à l'extérieur de la plateforme qui auraient apporté le client. Et ça, c'est très chronophage, c'est très dur à faire, ça prend parfois plusieurs semaines à certaines plateformes, et l'idée, c'est d'automatiser tout ça. Et comment faire? Eh bien, on va proposer des services de paiement par virement, virement instantané, par initiation de paiement. On va pouvoir utiliser l'open banking aussi pour faire des paiements de compte à compte initiés depuis la plateforme. Et ça va être une alternative au paiement par carte qui souvent n'est pas approprié pour certains produits et certains services. Le paiement par carte, il est aussi assez cher par rapport au virement pour le marchand. Envoyer des liens et des QR codes aussi, donc tout ça, ça va être possible depuis la plateforme. On va pouvoir ouvrir des comptes avec un IBAN, plutôt créer un IBAN virtuel rattaché à un compte de paiement, et ça va pouvoir flécher des flux entrants, justement pour automatiser la réconciliation et le rapprochement. Et on va pouvoir aussi utiliser des sous-comptes pour les décaissements. Et comme ça, on pourra faire un rapprochement automatique parce qu'on saura que l'argent est parti du sous-compte de tel distributeur pour le paiement de sa commission et tout le rapprochement se fera automatiquement. Donc les bénéfices, bon, je passe rapidement là-dessus, mais vous imaginez bien ce que ça peut être. Encore une fois, l'augmentation de la proposition de valeur. Une meilleure expérience client, donc ça c'est très important parce qu'on lui propose plusieurs options de paiement. Une optimisation des coûts de gestion, les coûts de gestion pour les règlements des marchands, donc la carte c'est assez cher, il y a d'autres alternatives. La réduction du temps de traitement des paiements sortants, donc pour le paiement des commissions d'apporteurs d'affaires ou des rétrocommissions, eh bien là on accélère énormément puisque le rapprochement est fait automatiquement, on sait exactement ce qu'on doit payer à qui en temps réel au moment de l'encaissement de l'argent du client. Et puis, voilà, donc on a parlé de tout ça. Vous voyez tous ces bénéfices. Voilà, donc il faut que j'accélère un petit peu. Tout ça, ça peut être fait en intégrant les services d'un partenaire, d'un prestataire, et il faut faire très attention à ce choix de partenaire puisque c'est très structurant pour vous. Donc, les caractéristiques à prendre en compte, c'est d'abord quel agrément a votre partenaire. Est-ce qu'il est établissement de crédit? Il va pouvoir vous apporter du paiement et du crédit si vous voulez en proposer à vos clients. Est-ce qu'il est juste établissement de paiement ou est-ce qu'il peut faire aussi de la monnaie électronique en EME, établissement de monnaie électronique? Voilà, donc ça c'est important. Et qu'est-ce qu'il vous propose aussi à vous comme agrément pour opérer les services, agent ou MOBSP? Tous font l'un ou l'autre, pas les deux, c'est rare. Voilà, donc il faut choisir ça. Ensuite, il faut choisir les services que vous proposent ces partenaires. Il faut évaluer l'offre qu'a ce partenaire. Est-ce que vous avez besoin plutôt d'open banking, d'initiation de virement, d'accès aux informations sur les comptes, ou là vous allez prendre des PISP, des PSIC, ou est-ce que vous allez avoir besoin d'émettre des cartes? Certains le font, d'autres pas, des cartes business uniquement, des cartes pour les particuliers. Voilà. Quel type de services vous sont proposés? Les outils et le support, donc ça c'est très important. Comment vous accédez à ces services? Comment vous pouvez les consommer? À tous les niveaux de votre intégration, vous allez avoir besoin de ça. Est-ce que c'est de l'API? La plupart du temps, c'est oui. Est-ce qu'il y a des WebView? Est-ce qu'il y a
des SDK, c'est-à-dire des petits bouts de code que vous pouvez intégrer dans votre application mobile pour accéder à certains services. Voilà, donc tout ça c'est important. Et quel niveau de support le prestataire vous propose pour vous aider à intégrer ces services et à les opérer dans la durée. Quel modèle économique? Alors, ils ont des modèles économiques différents, chacun. Ça peut être, il y a certains qui pratiquent des frais de setup qui peuvent être importants, d'autres pas. Il y a des modèles où ils vont facturer à l'acte, à chaque transaction, avec un pourcentage ou pas du montant de la transaction. Il y en a d'autres qui vont vous rétrocéder une partie des commissions d'interchange qu'ils touchent pour les transactions cartes en tant qu'émetteur de cartes, et d'autres pas, avec différents niveaux de rétrocession. Voilà, donc tous ces modèles économiques sont différents. Il y a des gros écarts de prix aussi, ça peut aller du simple au triple. Ça dépend des prestataires, des fournisseurs. Et puis, il faut qu'ils puissent gérer du volume, il faut qu'ils puissent vous supporter avec des gros volumes aussi. Voilà, et puis dans les contrats, il y a aussi des grosses différences. Il y a des exclusivités, d'autres pas. Il y a toutes sortes de clauses pièges qu'il faut éviter. Donc là, il faut faire très attention. Donc, ce sont des projets complexes, ce sont des projets compliqués à mettre en place d'un point de vue technique, mais surtout d'un point de vue opérationnel. Il faut s'y prendre à l'avance, ce sont des projets assez longs, on va y venir, et il faut bien réaliser. Donc là, quelques bonnes pratiques, quelques conseils, c'est réaliser un cadrage important. En fait, il faut prendre son temps pour bien cadrer le projet. Plus vous allez bien définir vos besoins, bien définir l'impact sur vos processus internes, sur vos métiers, plus vous allez affiner la modélisation financière, tant de ce que ça va vous coûter, mais aussi de ce que ça va vous rapporter, puisque vous allez forcément viser un bénéfice opérationnel ou financier sur la distribution de ces services. Voilà, il faut dessiner des schémas de flux très importants. Tout ça, ça va être étudié par le régulateur et ça va impacter fortement vos opérations. Donc, bon cadrage. Il faut sélectionner le bon partenaire. Donc là, expression de besoins précise, qui détaille bien tous vos besoins de bout en bout, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise une fois que vous aurez lancé le projet, des surprises bloquantes parfois. Il faut une bonne connaissance du marché de ces partenaires et fournisseurs, parce qu'il y a des grosses différences tant dans les services que dans les contrats que dans les tarifs. Et tout, bon, voilà, comme dans tous les métiers, tout n'est pas dévoilé dès le départ et on s'en rend compte parfois a posteriori et ça peut coûter cher. Et bien pour ça, il faut avoir une expertise paiement en interne ou faire appel à un cabinet comme Azuli en externe pour vous accompagner pendant la phase de cadrage, mais aussi dans la sélection du partenaire, conduire l'appel d'offres, évaluer les offres, négocier les contrats avant de faire un choix. Et puis, une fois que vous êtes embarqué dans le projet pour sa mise en place, là, il faut aussi intégrer un product owner paiement monétique qui connaît bien ça, et si possible des développeurs qui connaissent ces API et qui vont pouvoir accélérer la mise en place du projet. Voilà, donc vous pouvez faire un POC si nécessaire, mais c'est assez difficile puisque comme c'est réglementé, vous ne pouvez pas vraiment mettre en service proposer vos services à des vrais clients sans avoir votre agrément. Donc ça veut dire que vous avez déjà signé, vous êtes déjà embarqué, vous avez déjà développé et pour votre test. Donc là, il y a des possibilités, mais c'est un peu compliqué, un peu complexe. Il faut aussi voir l'impact sur vos opérations internes. Très important, il faut bien maîtriser ça. Et puis faire la conduite du changement pour réorienter certaines de vos équipes qui vont être impactées par ces changements de modèle opérationnel. Voilà, donc on peut vous accompagner, Azuli, sur tous ces sujets, avec tant sur le pré-projet, la mise en place, que le run et le développement. Les projets durent en général 6 mois. Il y a une phase de cadrage qui peut être de 6 à 8 semaines en général. Ensuite, il y a une phase d'implémentation avec différents chantiers à mener. La contractualisation très importante qu'il faut initier tôt. Il faut être d'accord sur certaines clauses avant de faire son choix, parce que sinon c'est trop tard, on ne peut plus les négocier. Il y a le dossier ACPR qui met quelques semaines à être rédigé et quelques mois à être évalué par la CPR. Donc là, vous avez 3 à 4 mois
pour obtenir votre agrément et pouvoir lancer vos services. L'intégration des API, ça prend 3 semaines, 3 à 6 semaines, parfois 8, ça dépend s'il y a de la carte ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tests qui doivent être faits après, qui sont aussi de 4 à 8 semaines. Enfin, 4, c'est le minimum vital, mais il faut prendre le temps pour tester, donc en moyenne 6 semaines. Il y a le design de la carte et son approbation par les émetteurs de cartes, les schemes Visa ou Mastercard, qui est très, très long, et son homologation. Et puis après, vous avez tout votre plan de test qui est très important, puisque les services ne vont être lancés qu'une fois homologués par votre partenaire et vous-même. Et là, il y a une grosse phase de test. Après, vous rentrez dans une phase alpha où sur une dizaine, une vingtaine de testeurs live, mais plutôt internes qu'externes, vous allez tester les services pendant quelques semaines et vous rentrerez ensuite dans une phase bêta où là, vous allez ouvrir à quelques centaines d'utilisateurs et vous allez roder vos processus internes, votre service client et votre gestion des opérations, votre vigilance de lutte contre la fraude, contre le blanchiment d'argent, etc. Et donc ça a un coût. Vous avez à peu près 100 000 euros pour la mise en place du projet, pour vous faire accompagner par des avocats, par des cabinets spécialisés dans le paiement comme Azuli ou comme d'autres. Vous allez avoir du conseil réglementaire, vous allez devoir mettre en place aussi des plans de contrôle réglementaires, plans de contrôle permanent périodique, cartographie des risques, etc. Vous allez devoir faire le design de vos interfaces web, mobile, de votre carte de paiement, et vous avez un volet juridique. Donc ça a un coût. Il y a souvent aussi des frais de setup importants là-dedans, qui peuvent être entre 40 et 80 000 euros ou 100 000 euros par votre partenaire. Donc voilà, cadrage et choix de partenaire et build. Pardon, le build, excusez-moi, c'est après, c'est la phase d'après, où là, vous allez avoir des coûts internes et des coûts externes. Je mets une grosse enveloppe de 400 000 euros, ce n'est pas forcément le cas. En général, je vous dis, le build qui vous est proposé, l'accompagnement par votre partenaire, c'est plutôt entre 40 et 80. Et puis après, ce sont des coûts d'accompagnement ou des coûts internes que vous allez devoir supporter. Les partenaires, ils vont vouloir, en fait, il faut que vous ayez une certaine surface financière avant de vous lancer dans un tel projet. Souvent, ils vous demandent un minimum de 300 000 euros de fonds propres que vous avez levés pour réaliser le projet si vous êtes une start-up, ou alloué et budgété si vous êtes déjà mature. Et souvent, c'est plutôt 500 qui vont vous demander pour vouloir jouer avec vous. Voilà, donc ça, c'est le cas. Et puis après, votre plan de lancement, ça, c'est à vous de voir. J'ai mis 500, mais ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins. Ça dépend de votre modèle économique et de votre marché. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc, Azuli, on vous accompagne de bout en bout, de la conception de l'offre à la mise en œuvre. Donc, le cadrage de votre offre, quel service, pourquoi faire, comment, quel impact sur vos processus, voilà, quel modèle réglementaire, quel modèle économique. La mise en œuvre, donc pendant la phase de build aussi, on est là pour vous accompagner avec l'expertise paiement pour la mise en œuvre et l'impact sur toutes vos opérations. Et puis après, la mise en marché, soit vous êtes autonome, soit on peut aussi vous mettre en relation avec des partenaires ou vous aiguiller nous-mêmes au moment du lancement. Voilà ce qu'on propose comme service. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin de tout ça. Si vous avez des questions, prenez rendez-vous en cliquant sur le lien qui est dans le chat, Calendly, en haut, la première discussion. Et puis, si vous avez, sinon vous pouvez aussi, il y a mes coordonnées que j'ai mises, là, que je vous affiche et que j'ai mises sur le chat aussi. Vous aurez un replay que je vais vous envoyer de cette présentation et puis je serai ravi de vous en reparler. Donc, il y a quelques questions. Il y a Philippe qui me demande comment intégrer un système de paiement qui est en rapport avec le volume des actes à traiter, il me semble. À quel niveau peut-on se poser la question d'investir dans une telle brique? Alors, si je comprends bien la question, vous avez un gros volume de flux de paiement, de transactions à gérer et vous voulez intégrer des services de paiement. Donc, ce qui m'aiderait, c'est de savoir pour
quel service, quel secteur d'activité. Mais oui, ça sert à ça. C'est exactement le cas d'usage où ça peut être intéressant d'intégrer les services de paiement directement dans vos opérations, dans votre plateforme, dans votre récit, parce que vous pouvez gérer des énormes volumes. Ça peut être des centaines de milliers de transactions. Voilà, il n'y a pas de limite en fait. Après, ce qui va être limitant, ça va être la réglementation financière sur la lutte anti-blanchiment, la lutte contre la fraude et le financement du terrorisme, et où là, vous allez être limité par des plafonds, suivant si c'est du B2C, du B2B. Vous allez être limité par des, en fait, ce qui est monitoré, c'est les fréquences des transactions, c'est le type de transaction, c'est le volume. Voilà, donc ça peut être un facteur limitant qui peut ralentir certaines opérations s'il y a de la vigilance mise en place et s'il y a des traitements manuels qui sont mis par derrière. Mais suivant la nature de votre business, après, tout ça, ça se discute avec les partenaires. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de restriction sur le volume. Ça vaut le coup, oui, d'investir dans une telle brique, absolument. Merci Philippe pour cette question. Prenez rendez-vous avec moi si vous avez besoin, si je peux y répondre plus précisément, si vous voulez en parler. Voilà, le replay vous sera envoyé, donc Piotr, pas de problème. Une présentation informatique sur le sujet. Voilà, non, il y a le replay. Je peux éventuellement vous envoyer ces slides si vous les demandez. Et puis, je peux aussi la faire en anglais si nécessaire, ou on peut communiquer en anglais, Piotr, si ça vous convient, pour répondre à vos questions. J'accompagne des sociétés dans toute l'Europe, donc il n'y a pas de souci. Philippe, ben voilà, la slide 21 a répondu. J'espère qu'il va répondre. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, c'est du conseil gratuit. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez un projet, je vous invite à me contacter. Si vous connaissez des gens qui ont un projet, n'hésitez pas à faire circuler le replay, le lien YouTube que je vais vous envoyer. Et puis voilà, écoutez, moi je fais un cycle de masterclass sur ces sujets tous les mois. Donc le prochain rendez-vous est prévu le 27 octobre. Un sujet à déterminer dont je vous communiquerai le détail rapidement. Mais c'est toujours lié au paiement. Ce sera peut-être lié à l'utilisation de certaines technologies blockchain, de la crypto. Ça sera peut-être sur la facture électronique, sur le B2B, le B2C. C'est la surprise, je vous tiendrai informé. Merci beaucoup pour votre temps. Je reste en ligne, là, si vous avez des questions. Il y a encore 5 minutes. N'hésitez pas à m'interpeller. Et puis, merci encore pour votre écoute, votre temps. J'espère que ça a été informatif et que j'ai pu vous éclairer. À très bientôt pour de nouveaux webinaires. Je reste en ligne, n'hésitez pas. Ok, alors beaucoup de remerciements, mais non, mais c'est moi qui vous remercie, c'est gentil. C'est moi qui suis très heureux que vous ayez participé et m'ayez accordé votre attention. Alors Christelle, j'espère, oui, j'espère qu'on aura l'occasion de se recontacter. N'hésitez pas à m'envoyer un email, là vous avez à l'écran mes coordonnées pour qu'on puisse fixer un rendez-vous et que je puisse étudier vos projets. Voilà. Il reste quelques participants en ligne, donc je reste quelques minutes à nouveau en ligne et puis je vais libérer la salle à 30.
Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je patiente encore un petit peu. Voilà, bon, ben, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me les poser ou à prendre rendez-vous sur mon agenda, mon calendrier, sur calendly.com/ldeberned/30min, M-I-N. Sinon, mon site internet, azuli.com, AZU2LI, le formulaire de contact ou bien mes coordonnées directement. Merci à toutes et à tous. Ravi d'avoir pu chatter avec vous. À très bientôt. Rendez-vous le 27 octobre pour le prochain webinaire.